Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Comme un air de déjà vu, ce soir c'est la rentrée, une nouvelle fois. Rentrée après les vacances bien sûr, mais surtout après une semaine d'école à la maison, il y a 3 semaines. Nous suivrons une famille, nous irons dans le Var également pour découvrir les nouveaux protocoles. Et puis vous verrez que les profs dans l'académie de Nice ont droit à des autotests. Notre invité ensuite, Fabien Matras, député La République En Marche du Var. Il a été nommé rapporteur d'une proposition de loi qu'il avait faite pour améliorer le volontariat chez les pompiers, améliorer également la protection civile dans notre pays. Et puis un grand week-end de sport, mon cher Eric, des champions de France partout, à Marseille, sur la patinoire. Les Spartiates sont champions de France de D1. Les volleyeurs de Cannes, vous le voyez sur ces images, sont champions de France de Ligue A. Vraiment de très bonnes nouvelles pour les équipes sportives. Large dossier à la fin de ce Grand Direct. Sachez qu'on s'intéressera normalement aussi aux rassemblements qui sont organisés en mémoire de Stéphanie, cette fonctionnaire de police qui a été égorgée en fin de semaine dernière à Rambouillet. Vous voyez ces images devant le commissariat au Var à Nice. Des rassemblements étaient organisés un peu partout en France. Éric, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Je vous salue officiellement parce que d'abord nous allons évoquer la rentrée scolaire. Nouveau protocole pour les élèves, pour les profs. Premier reportage dans ce Grand Direct à hier dans le Var, signé Thomas Bernabé. C'est la rentrée, les élèves de maternelle et primaire ont regagné les bancs de l'école. Avec la reprise, un protocole sanitaire renforcé aurait été mis en place avec une vigilance accrue sur le respect du port du masque ou sur l'aération des classes par exemple. En réalité, le protocole n'est pas énormément plus strict qu'en février, selon l'inspecteur académique. C'est le même protocole qui était en vigueur depuis le mois de février. Ce qui change, c'est que dès l'instant où il y a un cas avéré dans une classe, la classe est fermée. C'était effectivement le point essentiel de ce protocole. Dès aujourd'hui, une classe sera donc fermée dès qu'un cas de Covid sera diagnostiqué, contre 3 auparavant. Si l'école Georges Guinemer de hier n'a jamais eu à fermer de classe au cours de l'année, elle a par contre dû, à plusieurs reprises, isoler les enfants testés positifs. C'est arrivé plusieurs fois que j'ai tracé des élèves et que j'ai renvoyé les 3-4 élèves qui mangeaient à la même table que l'enfant Covid chez eux. Avec ce nouveau protocole, l'école le sait, elle devra cette fois-ci fermer des classes. Ah oui, là, bien sûr, c'est ce qui est prévu. De toute façon, même notre ministre, M. Blanquer, a supposé que, au vu de ce nouveau protocole, les écoles risquaient d'avoir plusieurs classes qui ferment. Le protocole sanitaire renforcé donne également la possibilité aux enseignants de s'auto-tester, une mesure qui fonctionne au bon vouloir et qui devra être doublée d'un test PCR en cas de résultat positif. Enfin, la capacité de test salivaire pour les enfants devrait être doublée d'ici les prochains jours. Voilà pour ces images donc dans le Var. Bonsoir Virginia Cluyat, vous êtes secrétaire générale du SNUIPP-FSU dans les Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir accepté notre invitation. La première des questions qu'on a envie de vous poser, c'est quel bilan faites-vous de cette première journée? Il y avait des inquiétudes. Est-ce que l'accueil des enfants s'est fait dans de bonnes conditions selon vous? Les enseignants ont toujours fait en sorte que l'accueil se passe du mieux possible malgré l'arrivée très tardive des consignes. Dans certains endroits dans les Bouches-du-Rhône, les inspecteurs ont transmis les consignes en cours de matinée. Donc, s'il y a une période d'ajustement, comme à chaque rentrée, étant donné que les consignes arrivent à la dernière minute. Mais comment on peut expliquer cela? Parce que le protocole, on le connaît depuis un moment. On aurait pu quand même vous informer fin de semaine dernière, milieu de semaine dernière, non? Les écoles ont été physiquement fermées 3 semaines. Une semaine avec l'enseignement à distance et 2 semaines de vacances. Malgré cela, le ministre ne fait ses annonces que le jeudi soir, ce qui ne laisse plus qu'un jour ouvré, période de vacances, pour préparer la rentrée. Donc, quoi qu'il arrive, le temps de redescente des consignes et de clarification de certains points, notamment liés aux fermetures de classes en cas de non-remplacement, prennent davantage de temps et ne peuvent pas s'improviser comme ça à la veille d'une rentrée. Alors avant de céder la parole à Éric Revel, je voudrais vous montrer un petit reportage dans l'académie de Nice, puisque 74 000 autotests vont être distribués au personnel éducatif. J'aimerais avoir votre sentiment juste après. On regarde ce reportage de Claudia Olivier tourné ce matin à la Trinité.
C'est une rentrée pas comme les autres pour le personnel éducatif de l'école Le Pelletier de la Trinité. Des autotests sont à leur disposition. Pour Olivia, agent de service dans cet établissement, c'est une mesure qui rassure. Je trouve que c'est une bonne idée parce qu'au moins on peut le faire à la maison nous-mêmes. Si, imaginons, on commence à avoir ne serait-ce qu'un symptôme qu'on puisse penser l'avoir, au moins on peut le faire à la maison et être sûr si on est positif ou pas. 74 000 autotests vont être distribués aux 11 000 personnels éducatifs du premier degré de l'Académie de Nice d'ici fin juin. Au bout des 15 minutes, donc le test a été réalisé et donc on peut le lire. On voit qu'on a donc une barre au niveau du C, donc le test a été réalisé dans de bonnes conditions, il est fiable et ensuite il n'y a pas de barre au niveau du T, donc le test est négatif, ce qui veut dire qu'on va pouvoir aborder la suite de notre métier dans les meilleures conditions en étant apaisé et tranquillisé. Test salivaire, autotest, ces mesures doivent permettre de casser la chaîne de contamination. À la fois les tests salivaires et les autotests, ce sont des mesures, on va dire, qui sont là pour nous rassurer, pour avoir peut-être une vision plus précise encore de la situation. Donc c'est toujours bon à prendre. Quant au maire de la Trinité, Ladislas Polski, il veillera à ce que les classes ferment si un cas positif est détecté, comme l'exige le protocole. Je crois que les protocoles sont très clairs. Dès lors qu'il y a un cas positif, les classes ferment. Je crois qu'il faut que nous soyons rigoureux là-dessus, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est définitivement mettre le couvercle sur ce virus pour qu'il s'éteigne. Et donc les protocoles sont très précis. Bien entendu, s'il faut fermer des classes, nous fermerons des classes. Le recteur de l'académie, Richard Lagagné, l'assure. La rentrée des personnels et des élèves du second degré, prévue le 3 mai, se passera bien. L'éducation nationale a anticipé. À partir de cette semaine, nous allons recevoir d'autres livraisons d'autotests, cette fois-ci dans la perspective de retour à l'école, dans les collèges et dans les lycées, puisque nos professeurs et une partie de nos élèves, puisque les lycéens au-delà de 15 ans seront également concernés et dotés en autotest à partir du retour donc début mai. Les cours en extérieur encouragés, la règle du non-brassage des élèves durcie, l'accès aux cantines limité. Les élèves découvrent donc un nouveau protocole pour les 2 gros mois qu'il reste avant la fin de l'année scolaire. Alors sur cette question des autotests, est-ce que vous considérez que c'est un outil très utile ? C'est un nouvel outil qui permet en effet d'augmenter les possibilités de tests au sein des établissements. On aurait, nous, largement préféré la mise en place réelle de la priorisation de la vaccination pour les enseignants et pour les personnels des écoles, qui n'est malheureusement plus d'actualité pour l'instant. Éric. Virginie Aclouat, je voulais vous poser une question et revenir sur cette affaire de un cas avéré de Covid, fermeture de la classe. Est-ce que finalement la rentrée ne va pas tourner court? Parce que un cas par classe, la probabilité est quand même très forte. C'est-à-dire qu'on a ouvert les écoles et on risque d'avoir des classes qui ferment, voire des établissements qui referment. Oui, c'est un grand risque en effet, mais on a toujours eu la volonté de garder les écoles ouvertes le plus longtemps possible. Mais les conditions de sécurité, d'accueil des élèves doivent être quand même la priorité. Donc, avec le niveau de propagation du virus aujourd'hui en France et particulièrement chez nous dans les Bouches-du-Rhône, c'est une mesure qui peut s'avérer nécessaire pour casser les chaînes de contamination. Mais les cantines, par exemple, elles sont ouvertes, les cantines pour accueillir des primaires, par exemple. Et là, on sait que c'est un moment, un endroit, par définition, où le virus va circuler. Là, il y a un protocole différent qui est mis en place de celui qu'on connaissait au préalable ? Non, le protocole pour les cantines est toujours le même et c'est vrai que ça reste le gros point noir de la journée scolaire d'un élève puisque c'est le moment le plus à risque puisqu'en élémentaire, ils enlèvent les masques par exemple pour manger. Donc on a toujours le même protocole qui dit que les classes ne peuvent pas être mélangées au moment du repas, les prises de repas doivent se prendre de manière alternée au niveau des groupes classes avec un espacement plus conséquent que ce qu'il était auparavant.
Merci beaucoup Virginie Acliouat, secrétaire générale du SNUIPP-FSU dans les Bouches-du-Rhône. Bonne rentrée à vous. On espère quand même qu'il y aura le moins de classes possibles qui fermeront. C'est vrai qu'à un cas, ça va vite. Ça va vite. Merci et bon courage à vous ainsi qu'à tout le personnel éducatif. Pour clore cette page consacrée à la rentrée scolaire, je voulais vous montrer ce reportage, ce beau reportage réalisé par Yentel Criado ce matin du côté de Saint-Cyr. Elle a passé la matinée avec une famille qui se réveillait pour aller à l'école, retrouver les joies du petit déjeuner avant de retourner à l'école. Vous allez voir que c'est un très très beau petit sujet. 7h15, c'est un réveil en douceur pour Thomas qui reprend le chemin de l'école ce lundi matin comme tous ses petits camarades. Après une semaine de cours à distance et 2 semaines de vacances, le rituel matinal est de retour. Mais cela n'a pas l'air de perturber l'écolier en classe de CE2, plutôt content de retrouver le rythme habituel. Je suis contente de voir mes copains, de voir ma maîtresse et d'aller travailler. Ça va, tu es prêt pour la rentrée ? Les enfants reprennent les bonnes habitudes et les parents aussi, parfois plus désorientés que leurs bambins. On y perd un peu son latin dans tout ça. Je sais pas trop que penser. Ça hache un peu le rythme pour les gamins, quoi. Je pense que je sais pas ce qui va en ressortir de tout ça. Hein. Bon, on a la chance d'avoir un enfant qui travaille bien et qui aime l'école. Et pour d'autres, je pense que ça doit être plus compliqué. Malgré l'impatience de retrouver ses camarades, certaines habitudes n'avaient pas manqué aux jeunes garçons. Ça m'avait pas manqué de m'habiller et me lever tôt. Une énième reprise des cours pour Thomas et à chaque fois une nouvelle organisation à prévoir pour ses parents. Là, c'est reparti. Pour la dernière rentrée avant septembre, on espère. C'est un peu épuisant, à force. Je me réorganise sans arrêt. Là, j'avais pris des congés début mai, donc j'ai dû modifier mes congés avec mon travail pour voir quand est-ce que je pouvais prendre mes vacances, pour être en même temps une semaine en vacances avec Thomas. Et voilà, donc là, je reprends aujourd'hui. Chaussures, cartables, goûters, sans oublier désormais l'accessoire indispensable. Tes masques, tu les as ? Non. Alors, lesquels tu veux ? Ceux-là ? Alors, attends. Tu en mets 2 ? 2 masques pour la journée, le voilà fin prêt pour une nouvelle rentrée scolaire. À ce soir ? Le protocole sanitaire dans les écoles reste strict. Au moindre cas positif, toute la classe fermera immédiatement. Ce lundi marque la réouverture des écoles primaires et maternelles. En revanche, pour les collégiens et les lycéens, c'est une nouvelle semaine de cours à distance qui commence avant la reprise dans les établissements lundi prochain. À ce soir, mon chéri. Bon, la tranche de vie dans notre région, ça fait du bien de voir ça un peu. Les enfants qui sont contents d'aller à l'école. Bon. Il ne fallait pas se lever trop tôt, ça c'était le petit problème pour Thomas. Mais... Oui, bon alors bien sûr ça fait du bien de voir les élèves qui retournent à l'école, mais c'est vrai que c'est une double déstabilisation, c'est une déstabilisation avec des changements d'horaire pour les enfants. Et puis c'est une déstabilisation aussi pour les parents, comme le dit cette maman, il faut se réorganiser en permanence et je pense qu'il y a un vecteur de fatigue qui joue beaucoup, et chez les enfants et chez les parents. Alors l'optimisme de la maman, on va le partager, c'est-à-dire on espère que ce sera la dernière rentrée avant septembre, avant la prochaine. D'ici là, espérons que tout se passera bien et que les classes ne fermeront pas toutes rapidement. Mais cette double stabilisation, c'est vrai que c'est un sujet quand même, et pour les enfants sur leurs horaires, leur rythme de vie, et pour les parents. Autre information à la une de cette journée, ces rassemblements organisés un peu partout en France et donc dans notre région, des rassemblements de policiers en mémoire de Stéphanie, cette fonctionnaire qui a été égorgée vendredi à Rambouillet par un terroriste islamiste. Rassemblement devant le commissariat Ovard à Nice, par exemple, sur ces images de Marie Justo, où nous allons tout de suite, puisque Éric Fenlou nous attend, délégué départemental unité SGP Police. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir attendus surtout. C'était important, Éric Fenlou, de marquer votre soutien, mais aussi votre ras-le-bol, j'imagine, ce soir. D'abord, bonsoir à tous. Écoutez, c'était surtout une journée de recueillement
pour Stéphanie, et aussi un message de soutien à tous les personnels administratifs, techniques et scientifiques que forme la police nationale. On est une grande famille et il ne faut pas oublier chaque jour nos personnels administratifs qui font un boulot remarquable, et ainsi que nos personnels techniques et scientifiques. Oui, parce que donc, Stéphanie était à l'entrée du commissariat. Vous étiez plusieurs dizaines après l'épisode de Viry-Châtillon, cette attaque-là terroriste. Aujourd'hui, la profession est inquiète? La profession est inquiète, comme tous les citoyens aujourd'hui. Le policier, avant tout, est un citoyen. Un citoyen qui doit rassurer, qui doit avoir les moyens nécessaires pour lutter contre toute forme de crime et délit à l'heure actuelle en France. Et il faut continuer à avoir des effectifs de police supplémentaires, à avoir les moyens matériels supplémentaires, à pouvoir travailler en sécurité pour l'ensemble de nos concitoyens. Alors, Monsieur Fénelou, les effectifs supplémentaires, ils ont été annoncés la semaine dernière par le président de la République, notamment dans notre région. Est-ce que, si on se projette, vous êtes certain que ces effectifs supplémentaires permettront d'éviter ces actes terroristes, ou alors on est devant une espèce de constat d'impuissance quand même? On n'est pas impuissant, mais franchement, il est vrai que ces effectifs sont très attendus. Ils vont permettre de pouvoir lutter efficacement contre toute forme de délinquance et traduire ensuite ces délinquants devant la justice. Aujourd'hui, dans les Alpes-Maritimes, Éric le disait, 90 policiers supplémentaires qui vont arriver sur tout le territoire. Quels sont les besoins, outre les besoins humains? Est-ce qu'il y a des problèmes d'infrastructure? Est-ce que vous avez besoin de matériel également pour assurer aussi votre propre protection? Tout à fait. On parle notamment de l'accueil des sas de sécurité dans les commissariats. On a déjà des sas de sécurité. Néanmoins, il va falloir mettre l'accent sur la sécurité des personnels, de l'accueil du public, mais aussi l'accueil au niveau des sas concernant les fonctionnaires de police travaillant sur site. Une dernière question pour terminer. Vous avez rendu hommage évidemment à Stéphanie, votre collègue. On est aussi, nous, dans une région qui a été frappée par le terrorisme. Ça fait beaucoup ces derniers temps, beaucoup d'actes aussi contre les policiers. Il y a aussi des agressions dans le quartier de la Gabelle, par exemple, à Fréjus, pas très loin d'ici, où les forces de l'ordre sont constamment prises à partie. Comment on peut mettre fin finalement à cette spirale? Mettre fin, c'est un grand mot. Comme je vous ai dit tout à l'heure, lutter efficacement avec des moyens matériels et humains, permettre à la police scientifique, nos personnels administratifs, nos PATS, de pouvoir nous aider dans cette société à l'heure actuelle qui est très violente. Et je vous dis, il nous faut du personnel, car avec le départ des retraités qui ne sont pas remplacés, des agents de sécurité qui réussissent des concours en école, etc. Le département a perdu beaucoup de personnel et il faut mettre les moyens humains et les moyens matériels pour nos collègues au travers du département des Alpes-Maritimes. Merci beaucoup Éric Fénelou du syndicat Unité SGP Police. Merci d'avoir accepté cette invitation en direct. Vous étiez avec Marie Justo. Sachez que le secrétaire départemental Laurent Martin de Frémont, lui, était reçu par le préfet des Alpes-Maritimes. Éric, une réaction là-dessus. On a vu la police se rassembler beaucoup ces derniers temps. On l'évoquait avec Monsieur Fénelou, après le verdict de Viry-Châtillon, après cette attaque terroriste, sans prendre parti, mais les liens avec notre police sont distendus. On a l'impression qu'on ne peut plus exercer ce métier sereinement. Oui, alors je ne pense pas que les liens soient distendus entre la population qui est entre une partie de la population qui est consciente quand même que sans police il n'y a pas de protection et sans police il n'y a pas de démocratie, parce que évidemment les actes auxquels on assiste ne sont pas seulement des actes terroristes, des actes criminels, c'est aussi des actes d'incivilité à très très grande ampleur. Les tirs de mortier par exemple, ces pétards feux d'artifice dans beaucoup de quartiers, on assiste à ce genre
genre d'actes dont la police est la victime. Maintenant, je retiens quand même dans ce que nous a dit M. Fénelou que, au-delà de l'hommage évidemment de la nation et de ses collègues, il y a un certain ras-le-bol, un certain fatalisme. Il a dit non, il n'y a pas d'impuissance, mais quand on lui pose la question de savoir si les effectifs suffiront à nous prémunir contre ce genre d'assassinat, d'actes terroristes, en réalité, personne n'en est vraiment certain, parce qu'on ne peut pas mettre derrière chaque terroriste ou derrière chaque fichier S pour des questions de terrorisme un policier. Donc c'est tout le défaut de la cuirasse de la démocratie en général, c'est que les gens ont le droit, comme dans n'importe quel pays démocratique, de circuler librement. Ils sont parfois repérés, parfois ils ne le sont pas. Et puis il y a toute la politique au niveau national, notamment migratoire, qui est un vrai sujet. Parce que rappelons que ce Tunisien qui a assassiné cette policière à Rambouillet en région parisienne était arrivé de manière illégale en 2009 en France, avait été intégré en France, et il s'est quand même radicalisé visiblement pendant le confinement, dit-on, l'enquête le dira. Donc tout ça, c'est des trous évidemment dans la raquette, mais comment boucher ces trous dans la raquette? Si quelqu'un a une idée, ça vaut le coup qu'il en parle à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, parce qu'on est quand même un peu dans... À la fois, on est interloqué, stupéfait par des actes qui se répètent, qui se renouvellent de semaine en semaine, et on ne voit pas quelle est la parade efficace. Alors, autre corporation qui est très sollicitée, alors pour d'autres raisons, mais qui parfois est victime d'agressions aussi, sont les pompiers. Aujourd'hui, Geneviève Darrieussecq, qui est secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, était en visite à Marseille auprès du bataillon de marins-pompiers. Regardez ce reportage de Valentin Rodriguez, la lutte contre le Covid, évidemment, au cœur de cette visite. Un an après, la ministre déléguée aux armées, Geneviève Darrieussecq, fait son retour dans la cité phocéenne. La représentante de l'État a pu constater le développement des dispositifs mis en place par le bataillon des marins-pompiers pour lutter contre la Covid-19. On avait proposé à l'époque des prélèvements surfaciques qui permettaient de détecter, de savoir s'il y avait des risques pour les gens. Là maintenant, les prélèvements surfaciques nous permettent carrément de détecter s'il y a des cas dans des pièces. Et on arrive à les faire à une vitesse qu'on ne faisait pas à l'époque. À l'époque, il nous fallait une journée pour arriver à sortir l'analyse. Là maintenant, il nous faut 20 minutes pour arriver à savoir si on est en présence de virus ou pas sur une surface. Pareil pour ce qui est du test humain. Le test humain, c'est 20 minutes, c'est la même chose. Pour les eaux usées, on a fait un prélèvement ici, ça dure 1 heure. Il n'y a personne qui sait faire ça. De nombreuses techniques pour traquer le virus. Depuis janvier 2020, ils sont près de 2500 marins-pompiers à Marseille à être mobilisés dans cette crise sanitaire. J'avoue que le développement est particulièrement important, ne serait-ce qu'en termes... c'est passé de l'innovation à l'utilisation quasi quotidienne de certains process, et je pense que tout cela est très intéressant et est important pour pouvoir gérer cette crise du Covid, mais aussi cette crise sanitaire, mais aussi donnera sur le long terme des éléments scientifiques certainement particulièrement intéressants. Un bataillon investi sur tous les fronts, une centaine de marins-pompiers sont présents chaque jour dans les différents centres de vaccination de la ville. Pour aller plus loin sur cette question de l'engagement des pompiers, nous sommes avec le député du Var, La République En Marche, Fabien Matras. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir en direct. Vous avez été nommé rapporteur d'une proposition de loi qui se propose de consolider notre système de sécurité civile et de valoriser aussi le volontariat des sapeurs-pompiers. Alors dans notre région, l'apport et le travail des pompiers est ultra visible. Cette question du volontariat, elle est centrale dans notre système actuel. Complètement. Cette proposition de loi, elle fait d'ailleurs suite à une mission ministérielle que m'avait confiée le ministre de l'Intérieur en 2018, qui visait à consolider le volontariat dans notre modèle de sécurité civile. Parce que, comme vous le dites, l'aspect volontariat est fondamental. Sur 200 000 sapeurs-pompiers que nous avons en France, 80% sont des volontaires. Donc, on voit que sans les volontaires, aujourd'hui, notre modèle ne fonctionne pas. Quelles sont les propositions, les mesures phares de cette proposition pour améliorer le système ?
Alors, pour améliorer le système de volontariat, on essaye de recentrer les sapeurs-pompiers sur le cœur de leur mission, qui sont le secours à personnes d'urgence, les opérations de feu, comme on connaît, les feux de forêt ou feux urbains. Et pour ça, on essaye de mieux faire cohabiter l'ensemble des acteurs de la chaîne des secours et des acteurs de l'urgence, entre les pompiers, le SAMU, les ambulanciers privés, pour essayer de mieux répartir l'ensemble de la charge et que chacun soit vraiment dans son domaine de compétences. Parce que vous savez, les pompiers font beaucoup d'interventions qui ne relèvent pas forcément de leur mission première. Et on s'est rendu compte dans la mission que j'avais menée que c'était un des sujets qui portait vraiment à décourager les troupes et qui faisait qu'aujourd'hui les pompiers ont une durée d'engagement d'en moyenne 8 ans. Et il faut absolument qu'on aille beaucoup plus loin que ça. C'est quoi, par exemple, Fabien Matras, ces interventions pour lesquelles on pourrait se passer des pompiers et pour lesquelles on les sollicite justement ? Je pense aux interventions qu'on appelle de carence ambulancière, c'est-à-dire des interventions qui devraient être réalisées par des ambulanciers privés, mais qui ne le sont pas parce que faute de disponibilité de ces derniers. Mais concrètement, ça va être aller relever une personne qui est tombée à domicile ou amener une personne à l'hôpital qui a un rendez-vous programmé avec un médecin. C'est tout ce type d'interventions qui ne sont pas des interventions d'urgence. Donc ça veut dire qu'on redéploie un peu le système, on travaille aussi avec les opérateurs privés, les ambulanciers, etc., pour qu'il n'y ait pas de crise de vocation et que l'offre soit égale à la demande, si vous me passez l'expression. Voilà, c'est ça. Et pour ça, il y a la proposition de loi que je vais porter à l'Assemblée et une réforme qui est en cours aussi avec les professionnels et le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur pour mieux répartir la charge. Donc c'est un travail qu'on va mener sur 2 jambes. Je vais passer la parole à Éric Revel dans 1 minute. Une dernière question pour ma part. Sur les vocations, est-ce qu'aujourd'hui on est en crise de vocation chez les pompiers volontaires ou pas ? Alors, en crise de vocation, je ne dirais pas qu'on est en crise de vocation, parce qu'on a toujours des jeunes et des moins jeunes qui s'engagent pour devenir pompiers volontaires. Par contre, ce qu'on a, c'est un phénomène d'augmentation constante du nombre d'interventions, qui est en moyenne de 6 à 8% par an. Et donc, avec le même engouement qu'on pouvait avoir il y a 10 ans, forcément, le modèle a plus de mal à faire face à ce volume d'interventions nouveau. C'est pour ça qu'il faut rendre le volontariat beaucoup plus attractif. Il y a des mesures aussi dans mon projet de loi qui viseront à rendre le volontariat plus attractif, notamment en accordant des avantages pour la retraite ou des avantages pour les mutations pour les pompiers volontaires qui sont par ailleurs fonctionnaires. Enfin, il y a toute une série de mesures comme ça pour mettre en valeur le volontariat chez les sapeurs-pompiers. Ouais, des mesures très pratiques. Éric Revel. Monsieur le député, bonjour. Bonjour, vous parlez donc de 80% dans le corps des pompiers qui sont des bénévoles. J'imagine que vous avez regardé, avant de faire cette proposition de loi, le problème, le secteur dans son intégralité. Il y a évidemment le volant bénévolat que vous défendez, on a bien compris les arguments qui sont en face, mais est-ce qu'on n'aurait pas aussi intérêt à développer les engagements de pompiers professionnels ? Parce que le bénévolat, c'est quelque chose qui vient s'ajouter à un professionnalisme, et on connaît le dévouement des sapeurs-pompiers bénévoles, vous le rappeliez, mais est-ce qu'à côté de ça, l'État ne pourrait pas prévoir d'engager davantage de pompiers professionnels ? Alors, il faut savoir que les pompiers professionnels en France ne sont pas des fonctionnaires d'État, c'est des fonctionnaires territoriaux. Les SDIS en France sont co-gérés sont sous une co-tutelle qui est celle des départements et des communes. Donc, ce serait difficile pour moi, en tant que législateur, de dire aux départements et aux communes, vous devez embaucher davantage. Alors, je vais inverser ma question. Est-ce que du côté des collectivités locales dont dépendent les SDIS, il n'y a pas des demandes de professionnalisation d'élus de terrain ? Il y a sans doute des demandes. Maintenant, on recrute des professionnels chaque année. Il y a un engouement du volontariat. Il faut peut-être recruter davantage de professionnels. Et ça, j'ai envie de vous dire, en plus, ça va vraiment dépendre d'un département à l'autre. Parce qu'on a des départements où on a beaucoup de professionnels par rapport à d'autres. Donc il y a peut-être des départements où on doit faire des efforts et d'autres où on a un volant de professionnels qui est suffisant. Donc ce serait vraiment un travail à faire avec les collectivités territoriales, mais c'est elles qui doivent être à la manœuvre sur le recrutement. On ne peut pas leur imposer au niveau national ce type de mesures. Pour terminer, on arrive dans une saison critique pour les pompiers. On a déjà eu quelques incendies importants dans les Alpes-Maritimes et dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce que les soldats du feu seront parés ? Ils viennent de passer une année quand même en première ligne sur la lutte contre la Covid-19 et se profile donc un été où il va falloir gérer la fin, on l'espère, de la crise sanitaire et puis des missions aussi périlleuses que le feu et les incendies. J'ai aucun doute qu'ils seront prêts et j'imagine même qu'ils sont impatients d'attaquer la saison de feux de forêt et de sortir de cette crise Covid. Oui, non, mais j'ai aucun doute sur le fait qu'ils seront prêts pour ça.
Votre proposition de loi, donc vous êtes rapporteur, on peut l'avoir débarquée à l'Assemblée à quel moment, l'avoir adoptée en réalité après le Sénat, etc. C'est prévu parce qu'elle passe en commission des lois le 11 mai, elle passe en séance publique, donc dans l'hémicycle, la dernière semaine de mai. Et ensuite, alors même si c'est pas arrêté, et c'est pas à moi de le dire, mais il semblerait qu'elle passe au Sénat à la rentrée de septembre. Donc elle sera adoptée d'ici à l'automne. Voilà, dans les mois qui arrivent, donc c'est un projet une proposition de loi qui est sur les rails et que vous portez. Donc merci beaucoup Fabien Matras, député de La République En Marche du Var. Merci d'avoir accepté cette invitation en direct. Important de rappeler le fonctionnement du système, Eric, parce qu'on parle beaucoup de citoyenneté dans cette émission. Là, on a affaire à des citoyens exemplaires, les pompiers volontaires, parce qu'on ne fait pas fortune en faisant. Non, exemplaires et très engagé. C'est vrai que vous savez qu'on a mis en place un service civique universel pour essayer non pas de surseoir à la disparition du service militaire, mais en tout cas de provoquer des vocations au service de la nation de la part des plus jeunes. Et c'est vrai que voir le bénévolat chez les pompiers se développer avec sérieux et méthode, c'est une excellente chose et ça prouve que on sait faire face dans des périodes critiques, devant des incendies, devant des drames humains, avec des bénévoles qui ne comptent ni leur temps, ni leur formation. Et ça, c'est vrai qu'on parle souvent d'une France qui décline, mais ça prouve qu'il y a beaucoup de citoyens qui veulent encore et toujours s'engager au service des autres. On va vous retrouver dans quelques instants, mon cher Eric, pour votre édito, parce que notre ligne nouvelle fait des envieux. Vous allez nous le dire, un peu plus à l'ouest du pays. On va s'intéresser au Covid long dans quelques secondes. Simplement, peut-être cette petite information que vous pouvez commenter. Emmanuel Macron semble favorable à ce qu'on recule un peu le couvre-feu. Il a dit que 19h, ça lui paraissait un peu tôt. Voilà, et le chef de l'État a dit qu'effectivement, 19h, c'était un peu tôt. Donc, on se met à spéculer. On se dit peut-être que dans quelques jours, parce que le chef de l'État doit prendre la parole dans quelques jours, le couvre-feu sera peut-être à 21h. Et puis l'autre annonce importante, me semble-t-il, Nicolas, de la part d'Emmanuel Macron, c'est la réouverture des restaurants fin mai, début juin, a dit le chef de l'État, dans les départements qui seraient... Pas des terrasses, des restaurants. Non, des restaurants, je parle bien des restaurants, puisque les terrasses... ce sera avant. Ça sera avant. Donc voilà, nouvel espoir. Et on voit bien que dans la volonté d'Emmanuel Macron, comme dans celle réaffirmée de Jean Castex, il y a cette volonté de territorialiser les mesures, et notamment les mesures des réouvertures des restaurants et des restaurants notamment, parce que si c'est à la fin mai ou au début juin, dans les départements les moins impactés, peut-être que les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, on verra, auront une chance peut-être de voir leur restaurant enfin rouvrir pour la belle saison. Le Covid long, c'est une problématique dont on a déjà parlé avec un reportage dans les hôpitaux. La ville de Nice organise des séances de sport pour les patients qui ressentent encore les symptômes plusieurs mois après infection. Reportage signé Alexis Ricard. Cela fait plusieurs mois que ces patientes ont eu le Covid. Aujourd'hui, elles entament leur première séance d'un programme de sport personnalisé qui a pour but de recouvrer leur capacité physique perdue ou diminuée par le Covid long. Cette persistance des symptômes bien après la maladie. Sur le plan cardio-respiratoire, des séquelles, effectivement. Parce que j'ai fait une péricardite avec épanchement. Et du coup, difficulté à récupérer sur l'effort parce que je m'essouffle très vite. Et là, je me retrouve diminuée à, je dirais, à plus de 50% de mes capacités, quoi. Au fil du temps de la convalescence, on apprend à connaître ce nouveau corps, on va dire, qu'on ne connaît pas. Mais c'est quand même rassurant d'avoir des professionnels pour nous guider dans la remise en forme et la rééducation. De nature et d'intensité très diverses, ces séquelles vont de l'anosmie aux difficultés respiratoires chroniques, un mal polymorphe qui touche plus de personnes qu'on ne le croit. Et l'OMS dit d'ailleurs qu'actuellement, après 4 semaines des premiers symptômes, il y a encore 25% de la population qui a encore des symptômes persistants. Et après 3 mois, encore 10%. Ça veut dire qu'une personne sur 10 a encore des symptômes de son Covid, qui pénalisent sa vie courante. Afin de venir à bout de ce Covid long, la mairie de Nice propose ses séances de sport adaptées. Aujourd'hui, ce sera un travail de renforcement musculaire. 1, 2... On peut avoir des personnes ayant des séquelles beaucoup plus importantes,
qui ont disparu, qui sont dissipés, ou d'autres qui sont vraiment dans la difficulté. Donc du coup, on adapte nos séances à chacun en fonction de nos tests initiaux à la première séance. Et le but, ça va être de travailler sur ces capacités-là pour améliorer ces tests de conditions physiques à la fin des 12 semaines. Mais ces séances stimulent aussi le moral des patientes. Parce que faire de la gym devant son ordinateur ou devant sa télé avec des capsules vidéo, c'est quand même pas... Faut être motivé. Alors que là, bon, ça fait sortir, ça fait rencontrer des gens. Bon, c'est très bien, très bonne initiative. Et puis on est peu nombreuses. Plusieurs lieux accueillent ces séances de sport post-Covid. À Gorbella, l'Animanis de Costanzo ou encore le stade Charles Hermann. Pour participer, c'est gratuit. Il suffit de s'inscrire avec une prescription et un certificat médical par mail à sportsanté@ville-nice.fr. Un commentaire, Eric ? Parce que sinon, c'est à vous pour votre édito. Oui, un commentaire, non, on s'interrogeait de savoir si les gens faisaient du sport avec un masque, parce que quand on a un Covid long et qu'on a du mal à respirer, si on respire le CO2 que l'on refoule quand on fait des exercices physiques, je ne sais pas si c'est extrêmement bon, mais nous ne sommes pas des médecins, mais on se posait cette question, mon cher Nicolas. C'est vrai, mais a priori, écoutez, oui, et ça n'a pas l'air de gêner ces pratiquants et pratiquantes. Bon. Votre édito, alors, on va parler de transport. Oui, on va parler de transport et d'équité territoriale. Vous savez que la fameuse ligne à grande vitesse entre Marseille et Nice, ça fait des décennies que les habitants du Sud l'attendent, cette fameuse ligne à grande vitesse entre Marseille et Nice, eh bien, elle va être financée. En tout cas, on connaît le financement de l'État, puisque 40% du coût des infrastructures de cette ligne à grande vitesse entre Marseille et Nice, qui représente quand même 1,4 milliard d'euros pour l'État, vont être financés. Après cette annonce, eh bien, ça a suscité des réactions très fortes, alors un petit peu plus dans le sud, mais du côté de l'ouest, et notamment en Occitanie, puisqu'on peut dire que la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, est sortie de ses gonds, a même poussé un coup de colère en réclamant une équité territoriale. Parce que l'Occitanie, ça fait aussi des décennies qu'ils attendent une autre liaison, une autre ligne à grande vitesse, celle entre Montpellier et Perpignan. Alors, les arguments de la présidente de la région Occitanie, ils sont solides. Elle dit, oui, Marseille est à 3 heures de train de Paris, alors que Perpignan est à 5h30. Si vous ajoutez à cela, Nicolas, le fait que Air France, on le sait, après la Convention citoyenne de lutte pour le climat, Air France va fermer des liaisons domestiques en avion, eh bien, du côté de l'autre sud, on estime qu'on est défavorisé. Donc, la présidente région Occitanie, Carole Delga, demande à l'État de financer à la même hauteur que Marseille-Nice sa future ligne Montpellier-Perpignan, avec un autre argument fort, c'est qu'une fois que vous avez une belle ligne Montpellier-Perpignan, l'Espagne est à 150 km de Perpignan, donc ça peut être un TGV. Bon, on ne sait pas si l'État répondra favorablement. Alors personne, évidemment, n'est totalement dupe. Cette sortie de Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, on peut la comprendre, mais surtout, vous le savez, Nicolas, on n'est pas très loin maintenant des élections régionales, et oui, sans doute que la présidente élue de région Occitanie qui se représente met un peu d'huile sur le feu pour dire évidemment qu'elle défend ses électeurs de Montpellier, de Bordeaux ou encore de Perpignan. Pour terminer ce grand direct, il est 19h07, mais on va consacrer une large page au sport parce que les bonnes nouvelles ont plu tout le week-end. Et pourtant, c'est beau. Ouais, dans les Bouches-du-Rhône, dans les Alpes-Maritimes. Mais d'abord, on va commencer avec cette très mauvaise nouvelle et cette grosse inquiétude à Nice, le stade niçois, qui évolue en national, qui est un prétendant à la montée, avec la grosse inquiétude pour James Lassis, qui est le deuxième ligne anglais du club qui souffre d'une luxation des cervicales. Tout le club est très inquiet pour son avenir. On imagine que sa motricité est menacée. Et mêlé qui lui est tombé dessus ce week-end, il a dû être évacué en urgence par le SMUR sous oxygène vers le CHU de Nice, alors que le match se déroulait à Narbonne, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on attend là, ce soir encore, le résultat des imageries médicales, mais voilà, l'inquiétude est maximale pour ce joueur de 25 ans qui donc a reçu toute une mêlée sur la nuque et les cervicales. Voilà, on espère évidemment que ça va aller, Eric, mais c'est terrible, ce genre de nouvelles.
Oui, bah, il y a des accidents. Rugby, il y a pas mal d'accidents. Maintenant, il y a des règles très précises sur les protocoles commotion, mais c'est vrai que quand on voit ces images, on est abasourdi par le choc, par la puissance. C'est le rugby. Espérons que ce jeune garçon de 25 ans va s'en sortir et sans séquelles. Alors, je voudrais vous montrer quelques belles images de joie. Maintenant, on passe vraiment d'un extrême à l'autre, mais c'est l'une des bonnes nouvelles de ce week-end. Les Spartiates de Marseille qui se sont imposés. Franchement, c'est presque un exploit. On va voir ça avec le président qui est avec nous, mais on voit ces images donc à Cergy, le Final Four, le dernier carré dans lequel les Marseillais étaient qualifiés. C'est la division 1, mais c'est l'échelon juste en dessous de la Ligue Magnus. Ils sont imposés 5-1 en finale contre Strasbourg. Un club qui est tout jeune. C'est magnifique de voir ça, Eric. Ah bah oui, c'est superbe, ça participe à un week-end exceptionnel pour le sport dans la région sud. On pourrait y ajouter, on va parler de volley bien sûr, mais on pourrait y ajouter et la victoire de l'OGC Nice en foot et celle de Marseille et de Monaco. Et de Monaco, vous avez raison, en Ligue 1. C'est vrai que c'est un remarquable week-end sportif et on a envie de poser plein de questions au président des hockeyeurs de Marseille parce que la Ligue Magnus s'ouvre à eux maintenant, j'imagine. Et puis on voudrait savoir aussi comment, en termes de budget, cette montée potentielle va s'aménager. Alors justement non, parce qu'en cause de Covid, il n'y a pas de montée. Alors ça, c'est un peu la déception du soir. Jonathan Zwickel est avec nous. Bonsoir, président des Spartiates. Alors on reviendra sur l'aspect montée un petit peu plus tard. On vous fait confiance, on sait que ça va arriver, la Ligue Magnus, très prochainement, mais on va peut-être savourer d'abord cette victoire avec vous, parce que vous avez joué un gros morceau en demi-finale, vous n'étiez pas forcément favori, vous vous imposez également en finale hier, on a vu cette explosion de joie avec les casques qui ont volé. J'aimerais que vous nous racontiez un petit peu quelle est la hauteur de l'exploit pour les Spartiates, parce que c'est un club tout jeune. Oui, bonjour à tous, merci de me recevoir déjà, merci de parler de hockey et de notre équipe. Effectivement, on est un club qui a 9 ans, donc un tout jeune club. Parmi les prétendants à ce titre cette année, on était de loin le club le plus jeune. Beaucoup de clubs qui étaient là, notamment Strasbourg. Moi, j'ai arrêté ma carrière à Rouen en 2011 et on avait gagné en finale de Ligue Magnus contre Strasbourg. Donc, et on a battu Strasbourg hier en finale. Donc c'est pour vous dire qu'on avait des prétendants à ce titre qui étaient bien plus capés et avec beaucoup plus d'expérience que nous. Donc c'est vrai que c'est un petit peu inattendu. On était le petit pousset de Final Four et on a créé la surprise. Donc quand on est Marseillais, rien n'est impossible. Ouais, c'est vrai, il y a une culture de la victoire, de la surprise. Alors, comment vous avez vécu ces 2 jours ? On était venu vous voir en fin de semaine dernière, tout le monde essayait de garder la tête froide. Est-ce que finalement vous diriez que vous avez joué votre va-tout, pas sans pression, mais sans complexe ? Ouais, c'était un petit peu le discours qu'on avait, l'atmosphère qu'on a essayé d'entretenir avec les joueurs, avec le coach Luc Tardif. L'idée, c'était vraiment l'aspect mental. Vous savez, un Final Four, c'est des matchs secs. Et donc, bien sûr qu'il y a une préparation physique, il y a l'aspect physique à prendre en compte, mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Mais quand vous jouez un match sec, sans lendemain, c'est beaucoup entre les 2 oreilles que ça se passe. Donc le but des discours qu'on avait avec les joueurs, c'était vraiment de leur dire de prendre du plaisir, de profiter du moment et de jouer sans pression, de jouer vraiment sans regret. Et voilà, donc on était dans une position de challenger qui est parfois confortable dans le sport, pas de pression, qu'une pression positive, celle de pouvoir peut-être gagner. Et on a réussi à maintenir cet esprit-là, cet esprit spartiate, cet esprit conquérant, et ça nous a permis de créer l'exploit, notamment contre Nantes, qui était le grand favori. On a joué contre Nantes en demi-finale, qui était le grand favori et l'épouvantail de ce Final Four. On a créé la surprise. Mais on sait que c'est difficile en plus, quand on bat l'épouvantail en demi-finale, de se remobiliser pour la suite. J'ai en mémoire la victoire de l'équipe de France en basket face à la Dream Team, face aux USA, et qui derrière échoue, alors qu'une fois l'ogre américain avalé, on promettait le titre aux basketteurs. La petite déception, en tout cas pour nous, c'est de ne pas vous voir en Ligue Magnus l'année prochaine. Il y a vraiment 0 chance ? Disons qu'en fait, il y a eu un travail en collaboration avec la fédération et les clubs dès le mois de novembre. Et la décision de geler toutes les divisions a été prise
à l'unanimité avec tous les clubs pour sécuriser avant tout. On sait que les clubs souffrent énormément économiquement, donc c'était pas la peine de mettre une pression sportive sur les clubs et de les mettre encore en plus en danger économiquement. Donc c'était à mon avis du bon sens de le faire. Donc on le sait depuis longtemps que cette accession est pas possible sportivement, en tout cas cette saison. On évoquera après les possibilités qu'il pourrait y avoir éventuellement. Elle serait plutôt administrative si un club de Magnus désirait justement ne pas rester dans cette ligue. Dans ces cas-là, il pourrait y avoir possibilité de mettre dossier, mais c'est pas dans l'air du temps. Tout de suite, on n'a pas d'informations sur des clubs de Magnus qui voudraient redescendre. Donc moi, très honnêtement, je pense en même temps, si vous voulez, on a un club qui a 9 ans. Ça fait 3 ans qu'on est en Division 1. Nous, notre stratégie, elle est de construire vraiment les choses de manière pérenne et de ne pas aller trop vite. Donc on ne va pas s'enflammer non plus parce qu'on a créé cet exploit. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes pour nous voir monter au meilleur échelon national, mais je pense qu'il faut structurer et stabiliser le club économiquement pour pouvoir monter dans des bonnes dispositions. Vous savez, sportivement, financièrement, l'écart, c'est 500 000 €. Ça veut dire que si aujourd'hui on voulait aller en Ligue Magnus, il faudrait qu'on trouve dans des délais très courts, 500 000 €. Donc c'est pas forcément vous rendre service que de vous dire vous montez en Ligue Magnus. Par contre, on aimerait bien vous y voir un jour parce que on a déjà Nice, nous dans la région, ça ferait des sacrés derbies, hein, parce que vous connaissez l'ambiance niçoise, ça serait super de vous voir, Eric. Oui, juste Jonathan Zwickel, quand la Fédé décide de geler les ligues à cause de la crise sanitaire, elle prend une décision en se disant la crise sanitaire va durer jusqu'à tel mois, tel moment. Est-ce que ensuite, est-ce que la Fédé a donné la possibilité de revoir le gel de ces ligues en fonction de la crise sanitaire, même si on ne sait pas trop comment elle évolue? Non, parce qu'en fait, cette décision a été prise au moment où on a compris que la saison dans sa totalité serait impacté par le Covid. Aujourd'hui, les saisons sont terminées, donc les exercices financiers sont terminés avec un impact financier important puisque les clubs ont tous joué à huis clos sur l'entièreté de la saison. Donc, le mal est fait. C'est-à-dire que maintenant, on espère, en regardant devant, qu'on va pouvoir accueillir du public dans des conditions qui seront peut-être différentes que la normale, mais qu'on pourra accueillir du public à la reprise, sinon ça va être très compliqué pour le sport en général, je pense. Mais donc cette décision, elle a été prise sur la saison qui vient de passer, c'est-à-dire les clubs sont en difficulté, cherchent à survivre, et il ne faut pas les mettre encore plus en difficulté. Donc je pense que revenir en arrière sur ça, non, la seule possibilité qu'il pourrait y avoir pour avoir des discussions de monter ou de descendre, c'est si un club était en difficulté financière et demandait à descendre. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Tous les clubs de Ligue Magnus n'ont pas informé, en tout cas la fédération, avec une volonté de descendre. Donc pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. Vous la jouerez l'année prochaine, en tout cas la montée en Ligue Magnus, on en est persuadé, en espérant évidemment qu'on soit débarrassé du virus. Une dernière question un peu plus personnelle. Vous avez évoqué votre carrière. Vous avez donc gagné en tant que joueur. Vous gagnez aujourd'hui en tant que dirigeant. Alors, il vous reste l'étape au-dessus, gagner la Ligue Magnus en tant que président, mais c'est un sacré palmarès et j'imagine que c'est un sacré accomplissement aussi pour vous. Oui, j'ai eu la chance de jouer au hockey longtemps. J'ai gagné 7 fois la Ligue Magnus. J'ai fait les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. J'ai eu j'ai eu la chance dans ma carrière. J'ai vécu des beaux moments dans le sport de haut niveau. Mais je vais vous faire une confidence. C'est plus difficile de suivre ça en tant que dirigeant. Je vais vous le dire. Il y a certains matchs là ce week-end que j'ai pas vu entièrement. J'avais du mal à rester. Vous aviez envie de prendre la crosse et les patins? Non, j'avais envie de sortir et d'aller marcher pour m'oxygéner parce que quand vous avez aucune influence sur ce qui se passe, parce que même le coach qui n'est pas sur la glace, il a une influence, il peut parler, il peut donner des instructions, il est concentré sur son. Moi, je suis complètement, j'ai aucun impact, donc c'est difficile. Je préférais être sur la glace et jouer. C'est vrai que j'avais envie ce week-end-là, ça donnait envie de pouvoir être à leur place, mais je suis loin de pouvoir avoir la capacité physique de pouvoir le refaire. Après, les gars, on fait le boulot quand même en finale, parce que 5-1, ils ont tué le suspense, alors pas vite, mais bon voilà, ils ont ménagé votre cœur. Merci beaucoup en tout cas, Président. Évidemment, on va vous suivre, on espère être à vos côtés l'année prochaine pour de belles aventures. C'est un titre magnifique en tout cas, que ce titre de champion de D1. Bravo à vous, et on a hâte de suivre les derbies avec les Aigles de Nice. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous, merci, à bientôt.
On n'en a pas terminé avec le sport, mon cher Eric. Alors, c'est pas si souvent qu'on accorde 25 minutes de cette émission au sport, mais regardez là aussi ces images. Elles nous viennent de Cannes, parce que là, l'exploit, il est aussi retentissant. Les Dragons qui se sont imposés au bout du suspense en Ligue A de volley. Cannes qui décroche son 10e titre, 16 ans après son titre de 2005. C'est un vrai exploit, on en avait parlé un vendredi là aussi. Le club était au bord de la relégation il y a 3 ans et là il est au sommet du volley français. Scénario absolument incroyable. Victoire 3-7-2 samedi pour arracher un 3e match et j'ai vu que vous suiviez ça de près, Nicolas. Ah bah oui, là, on sentait que vous vous enflammiez. Hein. Ah bah, non mais écoutez, c'est un club mythique avec une ambiance normalement qui est excellente. Bon là, Covid oblige, il n'y avait personne. Et donc ce match fou en match d'appui dimanche à 21h, les Cannois qui perdent 2-0, 2-7-0 et qui vont arracher la victoire, donc 3-7-2 après avoir sauvé 3 balles de match, ce qui est quand même assez exceptionnel mentalement, c'est très très fort. Et pour terminer, eh bien, écoutez, on va rejoindre le capitaine de cette équipe des Dragons de Cannes. Bonsoir Alexis Kliamar, merci d'être avec nous ce soir sur les antennes d'Azur TV. D'abord félicitations parce que, pas parler d'exploit, mais en tout cas c'est une performance incroyable quand on sait où était le club il y a encore 3 ans. Est-ce que vous avez réalisé aujourd'hui que vous êtes champion de France ? Oui, c'est difficile maintenant avec des émotions parce que hier c'était vraiment le match incroyable. Donc je pense aujourd'hui c'est difficile de penser qu'on a gagné hier. Oui. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que vous n'avez pas ménagé les émotions des supporters après une défaite lors du premier match à Chaumont mercredi. Vous battez cette même équipe au Palais des Victoires samedi 3-7-2. Et puis dimanche, on se dit que l'histoire est très mal embarquée. Vous perdez 2-7-0. Vous êtes à 2 doigts de perdre cette finale. Et puis là, il se passe, pas un miracle, mais en tout cas une remontada, on peut dire ça comme ça, c'est un terme à la mode. Vous finissez par gagner 3-7-2. Oui, je pense dans ce match, on a monté capacité mentale et physique très haut, très haut, parce que je pense qu'on a travaillé bien pendant la saison et on a joué 15 matchs de 5-7 pendant la saison et on a gagné 13. Donc je pense vraiment on aime jouer 5-7 cette saison, c'est vrai. Donc, tant que vous les gagnez, effectivement, on ne peut qu'être content. Le petit bémol, c'est d'avoir joué dans une salle vide. Vous auriez aimé, j'imagine, avoir vos supporters avec vous. Oui, parfois c'est vraiment un peu triste, mais grâce à notre supporters de club ils ont fait très bon travail avec des décorations pendant les matchs. Et donc, ça aide beaucoup. C'était beaucoup pour nous pendant les saisons. Donc, c'est bien que beaucoup de gens, beaucoup de supporters peuvent regarder les matchs sur, par exemple, LNV TV ou France en Sport. Parce que c'est vraiment dommage que cette saison comme ça, mais je pense qu'on a fait bon cadeau pour tout le monde. Alors vous êtes là depuis un moment, enfin vous n'êtes pas arrivé l'année dernière au club. Qu'est-ce que ça vous fait d'être champion avec Cannes, d'apporter ce 10e titre au club, ce qui place les Dragons tout en haut de la hiérarchie, le club le plus titré? Oui, quand je suis arrivé à Cannes, je connais que le club est avec une grosse histoire. Et donc, mon objectif c'était vraiment obtenir encore le titre pour le club, pour le Cannes et aussi pour moi. Donc, parce que j'ai déjà gagné Coupe de France et pour moi, c'était énorme qu'on a gagné aussi le championnat.
On voit les images de la joie, Oleksiy, à l'antenne, joie immense avec le coach que vous avez soulevé. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, à l'intérieur de soi? Qu'est-ce que je peux dire? Je veux dire merci pour Luc Marquet, notre coach, parce qu'il a fait très bon boulot pendant la saison. Parce que on a l'équipe avec beaucoup de caractère, je pense tous les joueurs un peu différents, avec différentes mentalités. Donc c'est vraiment difficile parfois à travailler avec l'équipe, mais il a fait beaucoup de choses positives pour nous. Et donc parce qu'on a trouvé de cette vraiment comme mentalité on peut faire tout, par exemple. Et tout est possible, par exemple. Et je pense que ça s'est aidé pour nous beaucoup pendant la saison. Merci pour Luc. Je suis très content. Deux petites questions pour terminer. Est-ce que vous avez quand même pu faire un peu la fête hier soir? Parce qu'avec le Covid, c'est pas pratique. Donc, est-ce que vous avez eu un moment entre vous quand même pour célébrer hors des caméras, hors du terrain? Oui, avec Covid, c'est vraiment difficile de faire la fête, la vraie fête, parce que, ok, mais hier, après match, on a fait comme petit apéro avec notre supporters, avec l'équipe, avec famille, avec notre famille. Donc, oui. Vous avez quand même un peu célébré. Et puis, vous avez été reçu là, il y a quelques instants par le maire de Cannes également, qui voulait vous rendre hommage. C'est un très beau moment pour le sport cannois. Oui, c'est vrai. Quand j'ai vu que notre maire il était pendant le match, ok, je pense, ok, on ne peut pas perdre. Parce que je pense la vie Cannes, c'est très sportif, très sportif. Et maintenant, je pense on peut être comme capitale du volley, par exemple, en France, parce que on a gagné 10e titre pour Cannes. Donc qu'est-ce que je peux dire, c'est incroyable, oui. Oui, il vous a dit toute sa fierté, j'imagine, et toute son envie de vous voir aller loin aussi l'année prochaine, avec peut-être du public. Oui. Saison prochaine, on va jouer Ligue Champion. Donc, je pense que c'est super. Longtemps que Cannes n'a pas joué Ligue Champion. Donc, je pense que c'est meilleur tournoi. Il y a des meilleures équipes d'Europe. Donc, je pense que c'est une grosse opportunité pour nous, pour le club, pour la vie. Et aussi, on va continuer à travailler pour peut-être confirmer notre titre de champion de France et après aussi le Coupe de France aussi. Merci beaucoup en tout cas Oleksiy Kliamar, capitaine de l'AS Cannes Volley. Félicitations à vous, vous allez maintenant prendre un petit peu de repos. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes champion de France de volley. Bravo à vous et à tous vos coéquipiers. Merci beaucoup, merci. Voilà, interview enregistrée. Ouais, mais fantastique quand même, Nicolas. Non, mais bien sûr, mais c'est génial. Enfin, après, on n'est pas très objectif, nous, parce que c'est le club de chez nous, mais bord du gouffre pour 80 000 € il y a 3 ans. L'AS Cannes est là, champion de France, dans un sport qui compte quand même en France, et donc le club le plus titré, avec ces très belles images de joie. Et donc, le coach, Champions League l'année prochaine. Ouais. Hein? Ouais. Il y aura Monaco et l'AS Cannes en Champions League. On va terminer avec un petit coup d'œil sur la culture, parce que tout le monde est très inquiet. Est-ce que les cinémas vont rouvrir, les musées peut-être à la mi-mai? En tout cas, les tournages se poursuivent.
perturbé évidemment par la Covid-19. Reportage dans les Bouches-du-Rhône, signé Cindy Chevaux. Ils sont dans l'action malgré les restrictions sanitaires. La série Trekking se tourne actuellement dans un cadre idyllique sur les hauteurs de Cassis. Ce lundi, c'est une vingtaine de bénévoles qui est réunie pour participer au premier épisode. L'équipe de cinéma est prête à tout pour ne pas stopper la production. Pour cela, elle a dû prendre des précautions drastiques. Test PCR ou antigénique de moins de 72 heures pour l'ensemble des personnes intervenant sur le projet, que ce soit au niveau de l'équipe technique, les comédiens, les figurants. Prise de température à l'arrivée, obligatoire. Présentation de la carte d'identité. Gel hydroalcoolique à disposition de tout le monde. Port du masque en permanence, hors champ de caméra bien évidemment. Quand on est dans un effectif un peu plus réduit comme on l'est aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes, oui. On est plus en mesure d'intervenir s'il y a un certain relâchement. Scénarisée par le comédien John Gage, l'œuvre est produite par une association indépendante. Une série policière et d'action qui inclut parfois une quarantaine de figurants. Le maintien des tournages est une chance pour le monde du cinéma. Pour Mehdi, l'un des acteurs principaux, c'est aussi un pari. Je suis inquiet, nous sommes inquiets au niveau des petites productions, comme des grandes d'ailleurs, parce qu'il y a du monde qui attend derrière. Il n'y a pas que nous, il y a les super productions américaines, il y a des films qui sont déjà prévus en sortie de cinéma, j'imagine, qui ont beaucoup plus, qui ont énormément de budget. Et oui, ça nous inquiète un peu parce que nous, on tourne, on travaille, mais après ce sont les sorties. À quel moment ça va être vu, à quel moment on va pouvoir pris en considération. Sur le plateau, tout le monde est réuni par la passion du métier. Aujourd'hui, pour Richard Saya, metteur en scène, faire un film en pleine pandémie n'est pas sans conséquences. L'incertitude plane malgré tout. Une heure pour aller de là à là. Mais tu as tout compris. Bien sûr qu'on a dépensé un peu plus d'argent, ne serait-ce que pour le protocole, acheter les masques, acheter les gels. Tout ça, c'était très important. Par exemple, faire de la nourriture impactée. Et espérons que les choses vont aller très vite, vont aller dans le bon sens. Parce que forcément, ma seule envie à moi, c'est de tourner les 5 épisodes derrière. Pour le moment, aucune date de sortie en salle n'a été fixée. Pour l'heure, l'équipe de tournage donnera son clap de fin ce mercredi. Voilà. Clap de fin, Eric. Oui, pour le grand direct du lundi. Passe décisive pour le grand direct du lundi. Merci à Théo Sarfati, Sébastien Lyotard, Ilan Dehé, Fabrice Justo, Stéphanie Mosman et Philippe Caudet. Bonne soirée à vous sur les antennes d'Azur TV.